Bonsoir, heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Comme chaque soir, à partir de 23h, vous avez la parole sur Europe 1. Vous pouvez nous parler de votre vie avec ses joies, ses peines, nous confier vos moments de doute, vos moments de bonheur en appelant le 39 21. Et comme cette émission, nous la tricotons ensemble, vous pouvez à tout moment appeler le standard 39 21 jusqu'à 1h si vous vous retrouvez dans un témoignage pour partager votre expérience avec nous, ou nous écrire sur le site europe1.fr ou encore nous envoyer vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Vous serez accueillis ce soir par Assiba et Julie avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Colette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir rappelé. Voilà, j'ai un grand souci, on va dire, Oui. par rapport à un de mes petits-fils. Il va avoir 9 ans au mois de décembre et a toujours des problèmes urinaires la nuit. On est obligé de lui mettre les fameuses culottes de nuit. Oui. Alors, il y a des nuits, ça se passe bien. Moi, je le garde généralement en fin de semaine, après l'école, jusqu'au dimanche en fin d'après-midi. Bon, normalement, il y a rien pendant le week-end. Mais là, depuis 2 semaines, une fois sur 2. Alors, il a 2 petits frères, un qui a 17 mois de moins que lui, et un autre qui est tout petit, qui a 17 mois. Alors, Il a à un moment été propre ou pas? Oui, mais pas très très longtemps. Oui, mais combien de temps? Oh, disons, même, enfin, 1 an, on va dire 1 an. Ah, quand même. C'est pas mal, dites-moi, 1 an de propreté. C'était à quel âge? Avant la venue de son petit frère. Oui, c'est important. Avant la venue du petit frère. Donc c'est au moment de la venue du deuxième qu'il s'est remis à refaire pipi au lit. Voilà. Alors moi je me disais que c'était souvent ça se passe comme ça parce qu'il y a la venue du bébé et que c'était un peu normal, mais ça a été à la maternelle, ça a été à l'école. Il ne prend pas le temps, et même encore maintenant, il ne prend pas le temps d'aller au WC pendant la récréation. Et quand la récréation est finie, automatiquement, il demande à sortir. Alors, soit l'institutrice ne veut pas le laisser sortir parce qu'ils viennent de la récréation. Alors, automatiquement, moi, il y a 15 jours, je l'ai ramené, j'ai été obligée de changer le pantalon. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que votre petit-fils, à un moment, il a été propre à quel âge, à un moment? Parce que c'est pas comme s'il n'avait jamais été propre. Oui, c'est-à-dire, il a acquis la propreté à quel âge? Vous vous en souvenez? Disons, vers 15 mois à peu près. C'est bien, c'est tôt, oui. Oui, vers 2 ans, on va dire. Oui, d'accord, oui. Ce qui est à peu près l'âge. Voilà. C'est vrai qu'en général, la propreté de jour, c'est pour les filles un peu avant 2 ans. C'est un peu plus tardif chez les garçons. Oui. Et la propreté de nuit, si tout va bien, c'est quelques mois après celle de jour. Donc jusqu'à 3 ans, en tout cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc, il suivait un développement tout à fait normal jusque-là, votre petit-fils. Et puis, il y a l'arrivée de ce petit frère. Oui. Et là, ce que l'on observe assez souvent, des enfants qui cessent d'être propres alors qu'il était, parce que souvent, ils pensent que les bébés sont plus intéressants pour les parents que les grands. Oui, mais ça je le sais, je suis bien dans votre sens, donc je me suis mise aussi dans cette idée-là, mais malgré tout, en grandissant, il y a eu le changement d'école, parce que les parents ont changé d'appartement, enfin de lieu de résidence, on va dire. Alors j'avais encore mis ça sur le compte de dire c'est une nouvelle école, il y a des nouveaux copains, des nouveaux professeurs, c'est leur rentrée en CP. Il y a encore un changement qui peut provoquer la peur. Mais maintenant, ça fait 3 ans qu'il est dans cette école.
il connaît tout le monde. C'est pas une grande école, c'est une primaire, mais bon, c'est comme un peu un petit village, si vous voulez, donc il connaît tout le monde, il a beaucoup de copains et tout ça. Mais non. Et même chez moi, là, ce week-end, il n'a pas été au water parce que ou il y avait un truc à la télévision, ou alors il s'occupait d'un petit chat que j'ai momentanément chez moi, enfin pas chez moi, dans mon jardin en plus. Et puis voilà. Et si vous voulez, alors ou il joue à la console, il veut pas s'arrêter parce qu'il joue à la console, ou il est absorbé par un truc à la télévision. Après, oui, c'est ça. Après, voilà. il est pris dans un fonctionnement où maintenant, de toute façon, il a sa couche, enfin sa culotte là que la nuit. Il n'a pas la journée. Ah bah oui. Ah non. Non, c'est pas comment ça se passe quand il fait pipi comme ça quelle réaction à ses parents? Mais par rapport à ses parents, ça se passe assez mal maintenant parce que bon, ils jugent que c'est pas normal. Et encore, moi, j'en avais parlé à mon médecin, donc il y avait eu un petit traitement. Et justement, le jour que moi j'en ai parlé à mon médecin, mon petit-fils était avec moi, et il avait un copain de sa classe qui a le même âge, qui avait le même souci. Hein? Donc, si vous voulez, je lui dis, tu vois, ton copain, il a le même souci que toi, tu vas prendre des cachets, ça va passer. Mais des cachets de quoi? C'était des cachets, soi-disant, pour éviter d'uriner la nuit. Enfin, ça les calmait, si vous voulez, pour... c'est un médecin pédiatre, donc je lui faisais confiance. Oui. Et l'autre enfant prenait exactement la même chose. Bon, mais ça avait atténué quand même. Oui. Peut-être psychiquement, je prends un cachet. Vous savez, c'est quand un enfant il a mal à la tête, vous lui donnez un morceau de sucre dans l'eau. L'effet placebo. Ça passe. Voilà. Ouais. Donc, ça s'était un peu calmé. Et quand on a commencé à lui mettre les couches culottes, parce que j'avais vu la publicité à la télévision, j'ai dit à ma fille, écoute, mets-lui des couches de nuit. Comme ça va le stimuler, dire, au moins je suis protégée, je mouille pas les draps, il n'y a pas tous les jours à laver 2 paires de draps, ou enfin bon. Et on a commencé comme ça, petit à petit. Au départ, ça a bien marché. Et puis après, mais il fait plus facilement, alors ça dépend des semaines, il fait plus facilement chez sa mère et son père que chez moi. Alors moi, je suis une femme seule, je suis assez calme, que ma fille est une personne très vive, enfin, qui aboie sans arrêt, on va dire. Donc, je me mettais encore dans ma tête. Donc, vous pensez qu'elle lui écrit après? Ah ben oui, ça, puis alors, de toute façon, elle a un vocabulaire assez spécial. Donc, c'est-à-dire qui peut être humiliant? Ah, humiliant, oui, mais je crois que même maintenant, ça ne lui fait plus d'effet. Détrompez-vous. Je sais pas, parce que... Non, Colette, l'énurésie, c'est un symptôme qui est toujours une cause de grande souffrance pour les enfants. Parce que d'abord, non, mais attendez, ça leur interdit beaucoup d'activités que pratiquent les autres enfants de leur âge. Dormir chez un copain, aller en colonie de vacances, et ça leur donne de même une image dévalorisée et honteuse. Donc, si vous voulez, il faut surtout pas humilier un enfant qui fait pipi au lit, encore moins le gronder. Il convient de l'aider. Alors parfois, on peut le faire participer quand il est un peu grand. Il peut prendre lui-même en charge son linge, pourquoi pas ses draps. Ça peut être une façon de participer. Mais en tout cas, il faut l'aider à trouver peut-être ce qui n'arrive pas, qu'est-ce qui se cache derrière ce symptôme, à partir du moment où, évidemment, et ce qui semble être le cas chez votre petit-fils, puisque... là, il n'y a pas une cause médicale derrière, semble-t-il. Il a pu être propre. C'est pas comme si, c'est pour ça que je vous posais la question. C'est pas un enfant qui n'avait jamais acquis la propreté. Où là, on explore toujours des problèmes neurologiques, des malformations, des infections. Bon, donc essayez de voir. C'est Françoise Dolto. Au début de sa carrière de médecin, on l'appelait Docteur Pipi parce que elle s'est intéressée la première à ce symptôme de pipi au lit chez les enfants, en disant que
Et les médecins se moquaient beaucoup d'elle en disant que il y avait rien à, ça n'avait aucun intérêt le pipi au lit chez les enfants. Et c'était la première à justement dire que derrière ce symptôme, l'enfant exprimait avec son corps peut-être ce qu'il n'arrivait pas à dire autrement. Et alors il y a beaucoup, après il y a beaucoup d'interprétations possible. C'est vrai que y a des petits garçons parfois qui deviennent propres lorsqu'on leur apprend le rôle du sexe masculin dans la sexualité et la procréation. C'est vrai que pour des petits garçons, il faut reconnaître c'est le même organe qui leur sert à faire pipi et à la sexualité. Oui, mais il est très avancé sur ça, si vous voulez. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'il parle tout le temps de sexe. C'est intéressant. Pourquoi? Voilà. De quelle façon en parle-t-il? Par exemple, il voit deux personnes s'embrasser, ils font l'amour. Bon, sa mère, moi, son père, on lui dit non, c'est pas ça, faire l'amour. C'est d'aimer une personne, de s'embrasser comme ça. Bon, enfin, on essaye de quand même de le guider sur ça, mais quel on peut autre pas lui exemple dire. On peut pas lui montrer, mais je pense qu'il a dû voir ses parents faire l'amour, parce que ma fille m'a dit un jour on a entendu la porte s'ouvrir, ils ont la chambre l'une en face de l'autre, vous voyez. Bon, ça m'est arrivé moi aussi que ma fille me surprenne, elle était toute petite, mais bon, quand on est en appartement, on peut pas fermer les portes à clé. Si. Voilà. Si on peut. Je relève moi, si on peut. Pas. Moi, je pouvais pas. Oui, mais il faut être très vigilant avec ces enfants parce que ça peut les choquer. Ah, mais c'est pas que ça peut, ça les choque, Colette. Pour dans l'esprit d'un enfant, la sexualité. Mais c'est même pas que c'est sale, c'est que la sexualité des adultes et ça fait complètement effraction dans leur psychisme. Donc je relève parce que là vous me donnez un élément très important, c'est-à-dire qu'un petit garçon de 9 ans qui parle beaucoup, presque constamment de sexe, c'est assez surprenant parce que c'est l'âge normalement où on dit qu'ils sont en phase de latence et où ils sont complètement en déclin de la phase d'Oedipe et où justement ça ne les intéresse pas. Ça reprend en phase de pré-puberté, évidemment, enfin de préadolescence et d'adolescence, là, évidemment. Mais au moment de 9 ans, ça ne les intéresse plus. Donc, ça traduit chez cet enfant peut-être une surexcitation. Ah oui, et ça, c'est problématique. Voilà, son petit frère qui a 16 mois de moins que lui, on va dire, ils sont presque jumeaux par rapport à la taille. Et ben d'un seul coup il va le prendre et puis il va l'embrasser, alors automatiquement son frère le pousse maintenant parce qu'il est assez fort et viens on va faire l'amour et il veut l'embrasser si vous voulez. Alors moi ça m'a choqué au début. Y a oui, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que cet enfant a vu des choses, a entendu. Alors vous pensez que c'est peut-être qu'il a surpris ses parents ayant des relations sexuelles, et que depuis ça a créé chez lui un état d'excitation, de surexcitation et un état d'angoisse. Même s'il le montre pas toujours, parce qu'il peut vivre cette situation de la même façon que parfois voir ses parents nus, comme une volonté de le séduire. Donc il y a quelque chose derrière cela qui est problématique. Parce qu'un petit garçon de 9 ans qui est toujours comme ça à voir de la sexualité partout, ça traduit une problématique. Peut-être que cette problématique, effectivement, explique aussi ce symptôme de pipi au lit, là. Et vous voyez, par exemple, l'été, on a des robes décolletées, nous les femmes. Je lui faisais prendre son bain, ou tout seul, ou avec son frère. Mais depuis un moment, c'était tout seul, parce que je n'aimais pas qu'ils soient tous les deux ensemble, par rapport à tout ce que... les mots tout le temps sexe, tout ça. Regarde mon sexe, ou enfin, vous voyez, c'est... Mais il vous dit ça ? Non, il le disait à son frère. Alors ça me gênait moi personnellement, donc j'ai dit on va faire le bain séparé ou la douche séparée. Et bon ça se passait mieux, mais par exemple je dis avec mes robes décolletées, il me disait montre-moi tes seins.
Que lui répondiez-vous? Mais j'ai dit, mais écoute, tu m'as déjà vu en maillot de bain, t'as pas besoin de voir mes seins. Tu as vu les seins de ta maman quand elle a allaité ton petit frère, c'est exactement la même chose. Ils sont peut-être plus gros, moins gros, mais c'est exactement la même chose. Bon, moi je pars d'un principe d'être calme, de pas l'envoyer balader, si on peut dire. Mais vous dites que finalement, on l'envoie balader, on ne lui répond pas, on ne lui donne pas d'informations. Donc peut-être qu'effectivement, quand il pose des questions comme ça à sa mère, on l'envoie balader. Or, des seins, c'est effectivement, il a pu voir sa maman allaiter son petit frère, mais là, c'est la maman qui allaite le petit frère. Voilà. Mais bon, après, un enfant de 9 ans qui demande à sa mère montre-moi tes seins, là, il est encore dans le côté, il y a quelque chose qui en lui la provoque plus de l'ordre de l'émotion sexuelle, ou cet enfant quelque chose où il est, vous décrivez comme un enfant qui est dans un environnement où il serait complètement toujours stimulé, surstimulé. Donc, que voit-il? Qu'entend-il? C'est toutes les questions que ça pose et qui sont préoccupantes. Donc, derrière ce symptôme, je dirais, de pipi au lit, il y a peut-être, si vous voulez, quelque chose autour de plus préoccupant. Moi, j'entends que votre petit-fils est surstimulé sexuellement. Et ça ne va pas. Et par contre, il travaille très très bien à l'école. Oui, mais peu importe. Voilà, ça c'est une chose. Et il faut veiller à ne pas induire chez un enfant des émotions sexuelles, et c'est très facile. Mais voyez, ma fille, pour l'encourager, malgré tout, avait une bonne idée. Elle lui avait dit, écoute, pendant 1 mois, si tu fais pas pipi, ça fait 4 semaines, je t'achèterai telle chose qu'il voulait, mais qui était assez importante. C'était un jouet assez important, assez coûteux. Donc, il devait faire la croix sur le calendrier à chaque matin qu'il se réveillait, qu'il avait la couche propre. Oui, mais à côté de ça, si les parents ne sont pas vigilants à être par rapport à préserver leur intimité amoureuse, à préserver leur intimité sexuelle, et donc à ne pas faire en sorte que leurs enfants puissent en être témoins, ça pose question. Si, voyez, donc que cet enfant voit des choses ou entend des choses qu'il ne devrait pas voir, ça pose question. Donc on ne soigne pas comme ça quelque chose isolément. Moi, je pense qu'il faudrait suggérer à votre fille de l'amener voir un pédopsychiatre. Elle l'avait vu, elle l'a emmené 2 fois en psychanalyse. Mais en psychanalyse, c'est comment ça en psychanalyse? Comment vous appelez ça pour les enfants, c'est des psychanalystes. Non, pas forcément. Un pédopsychiatre, il y a des psychanalystes pour enfants, mais dans un CMPP, vous voulez dire, un centre médico-psychologique? Oui. Oui, non, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de psychanalyste. Il peut y avoir un pédopsychiatre et un psychologue. Bon, voilà, alors, donc, oui, mais est-ce qu'elle a expliqué, j'imagine que votre fille n'a pas dû expliquer que tout ça, aussi que votre petit-fils parlait constamment de sexe? Oui, peut-être. Si elles se sentent que sur le symptôme pipi au lit, vous voyez, ils peuvent rester autour du pipi au lit. Hein. Voilà. Et mon gendre y est allé avec le petit, et il y allait déjà pas avec conviction, parce que quand vous parlez de psychanalyste, ah non, c'est un psychanalyste, voilà. Pour eux, c'est psychiatre, c'est avoir un défaut mentalement, mais bon. Donc, ils se sont vus une fois tous les 3, donc la psychanalyste et puis le papa et le fils. Et après, ils ne sont pas continués les rendez-vous. Donc ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Si on ne le voit qu'une fois, ça ne peut pas fonctionner. Et moi, je ne peux pas me permettre de dire je l'emmène. En tout cas, ce que vous pouvez quand même faire, dire à votre fille, c'est que vous pouvez relever sur le fait, au lieu de décoller un peu de ce symptôme pipi au lit, et de dire cet enfant est toujours parle constamment de sexualité, et ça c'est quand même préoccupant. Non, mais ils le savent, vous le pointez. En disant, il y a quand même quelque chose qui me préoccupe.
je comprends mal, et puis il le parle devant moi, il parle devant sa mère ou son Oui, père. mais c'est pas l'enfant qui est en cause. Ce que je veux vous dire, Colette, là, c'est pas l'enfant qui est en cause. Ce qui me préoccupe, c'est que voit-il, qu'entend-il dans son entourage, qui crée chez lui comme ça une surexcitation. Alors, voilà, donc il dormait dans la même chambre que qui? Que son frère. Bon, maintenant ils ont une chambre séparée. Moi, chez moi, ils dormaient aussi dans la même chambre. J'ai pu organiser en disant, bon, chez les grands-parents paternels, ils dorment chacun dans une chambre. J'ai la possibilité de faire 2 chambres séparées. Donc maintenant, ils dorment chacun dans une chambre. Mais bon, voilà. Oui, mais vous savez, il peut aussi sentir que, au fond, dans un climat qui est un peu particulier, grandir peut être dangereux et finalement, il reste bébé aussi. Hein. Les limites sont pas clairement posées. Je crois aussi, il y a ça. Hein. Donc c'est tout l'environnement familial là. Hein. Moi je pense que il serait important d'en parler avec votre fille et de prendre ce symptôme quand même au sérieux, parce que pour votre petit-fils, c'est pas un symptôme anodin et c'est quand même toujours assez humiliant et dévalorisant. Donc ça serait important qu'il refasse une démarche. Oui, mais moi je le félicite quand il fait pas. Je lui dis, bravo, c'est bien, tu vois, tu as été. Et on peut des fois il disait à son père, réveille-moi là dans la nuit, comme ça il n'y aura pas de problème. On peut le réveiller à 3 heures du matin. Vous n'entendez pas vraiment ce que je vous dis, Colette. C'est au-delà de ce symptôme, c'est ce qu'il vit au-delà dans sa famille. Oui, non, mais et c'est ce qu'il faudrait pouvoir un peu prendre en compte. Et je dis, ma fille m'a dit qu'une fois ça s'était produit, mais bon, je ne pense pas que ça soit souvent de toute façon. Hein. Peu importe. Il suffit d'une fois. Ah voilà, c'est ça. Il suffit d'une fois pour que ça soit très bouleversant pour un enfant. Donc vous pourriez peut-être en reparler avec votre fille, il ne s'agit pas de la culpabiliser, mais de dire ça a pu chez lui beaucoup le bouleverser, beaucoup. Il y a la naissance du petit frère, il y a beaucoup de choses, et c'est vrai qu'il parle quand même beaucoup de sexe, comme s'il était surexcité. C'est un âge où normalement les enfants ne sont pas comme ça intéressés par la sexualité. Donc je pense qu'à ce moment-là, tu pourrais peut-être reprendre rendez-vous au CMP en disant, bon, les problèmes de pipi au lit ne sont pas réglés, mais je viens vous voir aussi parce qu'il y a autre chose qui me préoccupe, c'est que mon fils parle beaucoup de sexe, notamment avec par rapport à son petit frère, et voilà, il se trouve qu'il nous a surpris une fois, mon mari et moi ayant une relation sexuelle, et on est un peu ennuyés par rapport à ça parce que je pense que ça a dû être choquant pour lui. On ne sait pas trop comment lui en parler, et le pédopsychiatre pourrait reprendre avec lui. Voyez, trouver les mots, lui expliquer, c'est-à-dire peut-être pas le laisser avec des images angoissante dans sa tête de petit bonhomme de 9 ans. Vous voyez, et je crois qu'il ne s'agit pas de culpabiliser votre fille. Il s'agit d'en reparler peut-être avec elle en disant, ça serait peut-être bien d'avoir une séance avec le pédopsychiatre en disant, plutôt que de revenir pour l'histoire du pipi au lit, est-ce que tu n'envisagerais pas de reprendre rendez-vous en lui parlant de cela? Et il pourrait vous aider certainement à voir comment vous pourriez en parler avec le petit. Mais il y a aussi la télévision, si vous voulez, au moment des pubs, il y a des moments où il y a des hommes et des femmes ensemble et tout ça. Il les a vus aussi bien chez moi que on peut pas tout le temps être. C'est vrai, mais un enfant qui déjà n'est pas hyper sensible à ça ne réagirait pas forcément de la même façon. D'accord. Vous voyez? Oui, c'est parce qu'il est particulièrement réactif à cela. Donc essayez de reparler avec votre fille peut-être de cette façon-là. Bon courage, Colette. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. J'adore Ina Moja, ça bouge bien, French Cancan, et en plus Fifi me dit que la jeune femme qui chante est très jolie, ce qui ne gâche rien. Allez, on va accueillir maintenant Claude, bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir.
Caroline, merci de me recevoir sur l'antenne. Mais je vous en prie. Parce qu'il m'arrive souvent d'écouter vos émissions et de participer, si j'ose dire, puisque les problèmes des autres nous aident à résoudre peut-être un peu les nôtres. Mon problème principal, j'ai eu d'ailleurs l'occasion de l'expliquer à votre collègue. Oui. C'est, si vous voulez, la question la plus importante est que je suis un père de 71 ans, Oui. un papa de 5 enfants, qui, si vous voulez, est confronté à un divorce qui vient d'être prononcé le 31 août. Le 31 vous avez août, divorcé cette année? Oui. Oui, c'est pas banal, ça. Oui, mais c'est pire que banal, vous allez voir. Ma femme a demandé le divorce en 2007. D'accord. Oui. Et le divorce officiel a été prononcé le 31 août. D'accord. Bien. Mais la question, si vous voulez, que je voulais vous poser, et pour essayer d'avoir votre avis, Oui. c'est que j'ai 5 enfants Oui. qui ont pris fait et cause pour la maman et qui ne viennent plus me voir ou qui n'ont pas de relation avec moi et qui évitent de me rencontrer, voire même, je ne les vois plus depuis 2007. Oui. Donc, que faire dans ce cas-là? Et vos enfants sont adultes, évidemment, largement. Et les cinq ont pris fait et cause pour votre ex-femme. Pour mon ex, oui. Enfin, vous avez du mal à dire votre ex-femme, pour leur mère. Oui. Pour leur mère, on va dire. Voilà, pour leur mère. Mais, quelles étaient vos relations avant avec vos enfants? Alors, non seulement elles étaient très bonnes, excellentes. Nous avons eu une famille, si vous voulez, ça fait 48 ans que j'étais marié. Oui. 48 ans de mariage, c'est pas banal. Mais nos relations ont été très bonnes. Donc, nous avons élevé nos enfants sans problème. Oui. Les garçons se sont élevés sans problème. Le premier est né en 64. Oui. Le deuxième est né en 67, après 69, 71. Et figurez-vous que comme on n'avait eu que 4 garçons et qu'on n'avait pas de filles, un jour j'ai dit à mon épouse, si tu veux, on peut faire le bonheur d'une petite fille un jour ou l'autre. Et en 90, on a pu adopter une petite roumaine, qui a maintenant 21 ans. D'accord. Oui, donc, vous vouliez être certain, voilà, parce que vous vous êtes dit, on n'est pas sûr d'avoir, ça aurait pu être encore un garçon qui aurait été... Oui, c'est vrai. Oui. Et puis mon épouse avait dit, je veux plus de grossesse. Je dis oui, mais on peut peut-être avoir une petite fille et puis faire le bonheur d'un bébé qui est abandonné. Donc on a pu adopter une petite roumaine. Et donc, si vous voulez, lorsque ma femme, en 2007, m'a dit, je demande le divorce, j'ai été surpris, étonné. Parce qu'on est, si vous voulez, on était une famille très, très soudée. Très proches les uns des autres. On est dans le milieu des arts, je vous explique. Mon épouse, je l'ai connue comme élève des Beaux-Arts alors que j'étais élève aussi. Oui. Nous nous sommes mariés en 63. Et donc là, en 2007, elle me dit, je demande le divorce. Et pour quelle raison alors? Qu'est-ce qui s'est... Voilà. Vous ne comprenez pas? Ah non, pas du tout. Même maintenant, je ne comprends pas parce que je lui ai posé la question, je dis, mais pourquoi tu veux le divorce? Mais je veux divorcer. Ah bon? Et comme ma femme est introvertie, elle ne parle pas, ou très peu. Donc moi qui suis assez loquace et qui peut m'exprimer, puisque je suis professeur en retraite et ancien directeur d'une école des Beaux-Arts, je me suis dit, je vais patienter, je vais attendre un peu. Et au bout de quelques semaines, un mois ou deux, je lui dis, attends, mais tu as réfléchi, pourquoi tu demandes le divorce? Mais de toute façon, tu verras. Je dis, mais attends... ça fait déjà 2-3 mois de passé. Tu verras, tu vas être convoqué. Et effectivement, au mois de juillet 2007, nous avons été convoqués en conciliation. En conciliation, donc, le juge me dit, Madame Dubois demande le divorce, vous êtes d'accord? Je dis, écoutez, monsieur... Pas de nom, hein? Pardon? Oui, vous ne donnez pas de nom. Non, je ne donne pas de nom. Oui. Monsieur le juge, donc, écoutez, je ne comprends pas. Mon épouse était présente avec son avocat, parce que, si vous voulez, il faut que je précise avant que mon 3e fils est celui qui a cherché un avocat pour sa mère. Alors que si nous avions convenu de prendre un avocat commun, on aurait pu s'expliquer, on aurait pu résoudre peut-être des problèmes que je ne connais pas ou que je n'ai pas eu l'impression d'avoir commis, puisque mon avocat m'a dit, mais monsieur Dubois, vous n'avez rien à craindre, elle ne vous reproche rien. Elle ne veut plus de vous, point.
C'est ça. Alors, ce qui peut arriver, mais pourquoi, dans ces cas-là, vos enfants prennent fait et cause pour leur mère? Parce que, on peut comprendre que les enfants se positionnent comme tels quand ils estiment que l'un des parents a été particulièrement lésé par l'autre. Ça peut être le cas quand il y a, évidemment, dans toutes les formes de violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit ou de l'humiliation, enfin qu'il y ait. Mais finalement, quand c'est votre avocat vous dit, elle ne vous reproche rien, si ce n'est que peut-être, et ce qui est plus difficile évidemment à entendre, mais qu'elle n'a plus de sentiments pour vous. Et alors, pour les enfants, c'est douloureux, mais après tout, vous n'êtes pas responsable de cela. Et pourquoi, Exactement. dans ces cas-là, comme s'il y avait un match entre vous deux et qu'ils devaient se mettre dans un camp ou dans un autre? C'est-à-dire que, là, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que dans la mesure où, me dites-vous, elle ne vous reprocherait rien. Absolument. Ça paraît un peu fou d'ailleurs, parce que si elle, c'est peut-être pas aussi simple que ça. C'est ce que vous dit votre avocat. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la conciliation? Alors, lors de la conciliation, si vous voulez, donc le juge me dit, bon, vous acceptez le divorce. Je dis, écoutez, je regrette, monsieur le juge, mais si vous voulez, mon épouse, notre fille a eu des petits problèmes toute jeunette, et j'avais souhaité qu'elle puisse rencontrer des psychologues, et elle n'a jamais voulu. Sous prétexte que les psychologues étaient plus fous que nous, qui sont pas capables de donner des constats positifs. Enfin, bref, elle était contre ce principe. Bon, moi j'ai dit, écoute, puisque tu es contre, mais je m'étais aperçu que ma petite roumaine, donc ma fille, que j'ose dire ma fille, en accentuant d'ailleurs, puisque je l'ai adoptée et c'est vraiment ma fille, mais je m'étais aperçu qu'il y avait des petits problèmes. Alors là, j'ai dit au juge, écoutez, monsieur le juge, moi je ne comprends pas pourquoi ce divorce. Alors, ce que je voudrais, s'il vous plaît, c'est attendre quelque temps pour pouvoir passer, si vous permettez, devant un psychologue. Alors il me dit, oui, bien sûr, mais qui va le payer? J'ai dit, écoutez, je le payerai, puisque mon épouse semble ne pas avoir assez de moyens financiers pour le payer. Donc il me dit, écoutez, d'accord, mais votre femme et votre fille, oui, mais vous aussi. Je dis, oui, monsieur le juge, je suis d'accord. On va passer donc chez un psychologue pour voir, parce que je lui ai dit, voilà, j'ai donc 2 contrats à assumer. Un premier contrat, c'est que ma fille soit majeure, puisqu'elle n'avait que 17 ans. Et le deuxième contrat, c'est qu'il y a un problème, si vous voulez, de famille, à savoir que mon épouse a hérité d'un rez-de-chaussée de la part de sa tante, et donc qu'il fallait payer les impôts. Et en 92, quand j'ai fait un prêt pour payer les impôts pour racheter la part de ma femme, je lui ai dit, le deuxième contrat, c'est de finir de payer ces impôts-là en 2008. Donc j'ai 2 contrats à assurer. Que ma fille soit majeure et deuxièmement que je finisse de payer ce que l'on doit payer comme impôt, avec l'idée que ce temps permettrait à ma femme de réfléchir. Donc le juge me dit, bon d'accord, très bien. Bon, l'analyse psychologique a eu lieu, ma femme a été considérée comme n'ayant pas de moi, n'ayant pas de personnalité, étant faible, n'est-ce pas? La petite jeune fille a été considérée comme autoritaire, comme n'acceptant pas la frustration, et donc il était marqué, et il est marqué sur l'analyse psychologique, qu'elle a poussé sa mère à demander le divorce. Et vous? Pardon? Et vous? Qu'est-il dit par rapport à vous? Alors moi, il est dit que... Parce que vous nous faites le profil de chacun. Absolument, Écoutez, absolument. après tout... Ah oui, non, mais non, vous ne me parlez, je me permettrai pas, mais vous nous parlez de celui de votre épouse et de vous, Absolument. et tant qu'à faire, parce que c'est un peu dur, le profil que vous décrivez de votre épouse. Oui. Non, mais moi, c'est pas moi qui le décris, c'est la psychologue. J'ai bien compris, oui. D'accord, excusez-moi. Donc moi, si vous voulez... Toujours un peu brutal, absence de moi, absence de personnalité. Il faut quand même un peu nuancer. Mais c'est grave, enfin, c'était écrit en noir sur blanc, c'est grave. Oui, enfin, bon, la psychologue avait dit... Et alors, monsieur Dubois, donc, si vous voulez... Il faut se méfier, pas de nom. Les expertises, vous savez qu'une expertise aussi peut être... Un expert peut faire un rapport qui peut être tout à fait contesté par un autre, Absolument. Oui, ça, je suis d'accord. Enfin, si vous voulez, donc c'est pas moi qui ai nommé la psychologue. Elle a été nommée par le juge.
Hein. D'ailleurs, entre parenthèses... Non, j'ai pas envie à la limite que vous me donniez le rapport de votre expertise à vous, parce que... Ah, mais moi, je peux... Mais oui. Claude, vous n'entendez pas, en fait, semble-t-il, bon, il y a eu une demande de divorce que vous ne comprenez pas. Et c'est ce que je peux entendre, parce qu'effectivement, après 48 ans de mariage, une famille que vous avez construite, 4 garçons, ce désir, l'adoption, la 5e d'une petite fille, c'est pas rien. Absolument. Après 4 enfants d'adopter aussi, un enfant dans la construction de cette famille. Et puis, me dites-vous, votre femme qui demande le divorce sans, c'est vous qui m'en parlez, hein, avoir mentionné de raisons particulières. Bon, elle vous dit un jour qu'elle veut divorcer. Alors vous me dites c'est quelqu'un d'introverti. C'est vrai que bon, alors pour le coup. Ou alors vous, qu'est-ce qui fait que vous n'avez rien vu venir? Enfin, alors, elle était complètement effacée. Ah ouais, non, mais elle a toujours été comme ça. Oui, mais bon, ça vous convenait? Attendez, ça me convient, mais pourquoi? Parce que... finalement, elle n'était pas heureuse. Écoutez, moi... Parce que moi, l'analyse selon laquelle un enfant de 21 ans pousse sa mère... Parce que cet enfant autoritaire pousse sa mère à divorcer, pardonnez-moi, mais c'est à mon avis plus complexe que cela. Parce que remettre la responsabilité d'une séparation sur le dos d'un enfant, surtout cet enfant qui est adopté, qui est d'une certaine façon l'étranger au cercle familial. D'ailleurs, vous dites plus ma fille là, hein. Vous avez utilisé une autre expression. Vous avez dit la petite dernière. Ah non, vous n'avez pas dit ma fille à ce moment-là. Ah oui, non, mais donc c'est quand même l'étrangère. Ben oui, mais c'est symbolique. C'était quand même. Donc attention à ne pas instrumentaliser, parce que c'est quand même votre femme. Je suis désolée qui demande le divorce dans cette histoire. Donc votre fille, la dernière que vous avez décidé d'adopter ensemble, elle a 21 ans, elle a peut-être la personnalité qu'elle a et un caractère assez affirmé. Et bon, après tout, vous l'avez aidé à se construire comme ça aussi. On est le fruit d'un environnement génétique et aussi de notre environnement. Donc, n'enlevez pas toute responsabilité à votre femme, à vous, à ce que vous avez construit. Maintenant que ça soit difficile, bon, je peux comprendre. Simplement, ce qui rend les choses compliquées, c'est peut-être que vous vous arc-boutez sur quelque chose qui est difficile et qui fait qu'avec vos enfants, là aussi, ça complique le dialogue. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait? Est-ce que vous avez essayé d'en parler avec eux? Parce que si vous demandez des expertises, ça veut dire qu'au fond, il n'y a pas de dialogue possible. Alors, j'ai demandé à mes fils, alors, si vous voulez, donc, en prenant par ordre, donc, en 2006, j'avais déjà pressenti qu'il y avait des problèmes dans le couple. Hein, et j'avais dit à mon fils, qui est grand et qui est donc adulte et qui est éducateur spécialisé, je lui avais dit, tu sais, Thierry, il y a des problèmes avec ta maman et ta petite sœur. Enfin, donc, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, écoute, papa, c'est ton problème. J'ai dit, oui, mais ça, merci mon fils, ça, je m'en doute pas. Et il me dit, et les enfants peuvent pas être les parents des enfants. Ou l'inverse. Enfin, les enfants peuvent pas être les parents des parents. Peuvent pas être les parents des parents, il a entièrement raison. Voilà. Oui. Il a entièrement raison. Non, mais ça, je lui ai pas donné tort. Ensuite, alors, de temps en temps, si vous voulez, il vient me voir, mais quand je lui demande, en tant que grand frère de la fratrie, d'essayer de voir pourquoi et qu'est-ce qu'il me reproche, bon, et il me dit, non, moi, c'est toi qui dois le faire. Bon, donc, je l'ai fait au niveau de mon deuxième, hein, qui est maintenant, si vous voulez, lui aussi très adulte et qui est représentant de la maison Gibault et qui est donc commercial. Je lui ai dit, Stéphane, quand il est venu me présenter, parce qu'il ne m'a pas invité à son mariage. Il ne m'a pas invité à son mariage, et quand je lui ai demandé, il m'a dit, parce que j'avais peur que tu fasses des problèmes. Ah bon, mais moi, j'ai pas envie de faire des problèmes. Et quand je lui ai demandé d'essayer de voir avec ses frères qu'est-ce qu'on me reproche, il me dit, écoute, c'est toi qui dois leur téléphoner. Bon, très bien.
Le troisième, je n'ai aucun contact. J'ai essayé de lui laisser un message sur le téléphone. C'est celui qui a cherché l'avocat pour sa mère. J'ai essayé de lui laisser des messages sur le téléphone, portable. Pas de réponse. Quant au quatrième, qui est, si vous voulez, le chouchou de sa petite sœur, parce qu'il l'a bien aidé quand elle avait des problèmes d'argent à une époque. Parce que figurez-vous que cette jeune fille, on lui avait fait faire de la danse, du cheval, et elle était presque engagée par Vandély, Monsieur Vandély, à Cannes, n'est-ce pas? Et ce jeune frère a dit, je vais lui payer les cours de Vandély et je vais lui payer le studio à Cannes. Eh bien, au bout d'un mois, elle a laissé tomber et elle est revenue à la scène, faisant comprendre à son frère que cette autorité-là ne lui plaisait pas. Et donc, je n'ai pas de contact avec mes fils et ma fille. Alors, c'est pareil. Elle habite, si vous voulez, au premier étage de ma maison. Moi, je suis au rez-de-chaussée dans mon atelier. Et ma femme et ma fille sont au premier étage parce que j'ai accepté qu'elles vivent là. Le juge m'avait demandé « Où voulez-vous que votre femme, votre épouse habite et votre fille ?» Je dis « Mais monsieur le juge, il n'y a pas de problème. Moi, elles peuvent rester à l'étage et moi au rez-de-chaussée. Je ne veux pas les mettre à la porte. » Bon. Et donc voilà, en un mot comme en mille, je n'ai pas de contact. Voilà. Donc j'ai essayé, mais ils ne tiennent pas à avoir un contact avec leur père. Bon, pour le moment, vous ne pouvez que respecter cela. Ah oui, non, mais ça, je le respecte. Je ne fais que le respecter, si vous voulez, parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, c'est ce que m'avait proposé votre collègue. Elle m'avait dit, essayez de les contacter. Ne soyez pas orgueilleux. Je dis, mais madame, je ne suis pas orgueilleux. J'essaye, si vous voulez, de comprendre. Et donc, vous me proposez de les contacter. Je vais le faire. Je l'ai fait. J'ai même, si vous voulez, invité mon épouse 2 fois. En 2008, je l'ai invitée un jour au restaurant en lui disant, alors quel va être notre avenir maintenant? Et elle m'a dit tout simplement une phrase, moi je veux vendre la maison. Alors j'ai dit, mais attends, je comprends pas puisque je te l'ai racheté par les impôts. Elle me dit, de toute façon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai dit, oui, mais attends, c'est trop rapide ça. Et je l'ai réinvité sur l'avis de mon avocat en disant, invitez votre femme au réveillon de Noël, là, comme ça, les petites filles, parce que mon grand-fils a 3 petites filles. Et donc, comme ça, les petits-enfants seront contents de voir à une réunion, donc dans un restaurant, le papy, la mamie, les frères, etc. Donc, je l'ai fait. D'ailleurs, là, vous voyez, maintenant, j'invite mon épouse pour une 3e fois, en disant, Oui, mais elle n'était pas venue les 2 premières fois. Ah oui. Oui, alors c'est trop. C'est trop. Parce que vous insistez trop. Votre épouse, elle veut se séparer. Elle ne veut pas d'invitation avec vous. Ah bon? D'accord, ouais. Et oui, c'est ce que vous avez du mal à entendre. À accepter, en tout cas. Vous avez du mal à accepter. Non, je n'ai pas du mal à accepter. J'attendais votre avis. Maintenant, vous me dites ça. Je suis prêt à l'accepter. Parce que c'est difficile, mais je pense que vos fils, quand votre fils vous dit on ne peut pas, les enfants ne peuvent pas être les parents de leurs parents, c'est-à-dire que peut-être vos fils sentent trop d'attentes chez vous, où vous attendez d'eux qu'ils servent d'une certaine façon un peu de médiateur au sein de votre couple. Et donc, ils ne peuvent pas tenir ce rôle. Oui, donc, tant qu'ils sentiront chez vous cette attente, cette difficulté, que l'on peut comprendre, évidemment, à accepter la décision de votre épouse, qui est celle de votre épouse, eux risquent de se tenir à distance comme ils le font, ce qui ne veut pas dire que le lien est rompu avec vous. Il peut y avoir une mise à distance temporaire pour c'est fort probable puisque vous le dites vous-même, vous aviez de très bonnes relations avant. Absolument. Donc ça c'est plutôt très encourageant. Absolument. Mais cela fait suite au divorce. Donc c'est une façon un petit peu de se protéger pour ne pas justement avoir à prendre position et pour ne pas nuire à votre relation. Avec vous, de se tenir un peu dans une neutralité, finalement. Ce que vous prenez davantage comme quelque chose contre vous, peut-être pour, au contraire, être un peu plus neutre, un peu plus à distance, parce qu'ils ne peuvent pas jouer les médiateurs dans cette relation. Oui, je veux bien l'admettre et oui, je le comprends aussi.
Je le comprends aussi. Enfin, on cherche, vous comprendrez que on cherche toujours ou partout. Oui, où, bien sûr, vous cherchez à comprendre. Vous cherchez à comprendre, d'autant que votre femme était très effacée. Absolument. Et que du coup, vous deviez avoir une personnalité beaucoup plus affirmée. Ah, ça, alors, certainement. Là, absolument. Et oui. Oui, absolument. Oui. Donc, mais d'ailleurs, oui. si vous voulez, sans vouloir donc prolonger la discussion, je ne veux pas vous prendre tout le temps, mais si vous voulez, pendant toute ma carrière ou toute ma vie, c'est moi qui ai poussé mon épouse à passer le permis de conduire, n'est-ce pas, en lui disant mais ça va te servir, n'est-ce pas. Ensuite, je l'ai poussé à reprendre des cours quand les enfants ont été à l'école pour éventuellement pouvoir sortir de la famille et pouvoir se faire un petit peu, contact avec le public, c'est-à-dire reprendre un peu des contacts avec les gens, parce qu'elle a pu donner des cours de dessin, ce qui lui a permis d'ailleurs d'avoir une retraite. Bon, enfin, tout un tas de choses comme ça. Si vous voulez lui proposer pour le bonheur d'une famille d'avoir une petite fille, c'est moi qui l'ai relancé en 90. En 89, pardon, un an avant que la petite naisse. Donc voilà. Et donc peut-être que là, c'est d'autant plus, c'est même surréaliste et étonnant, enfin, pour vous, qu'elle puisse prendre une telle décision, s'échapper comme ça, vous échapper, parce que c'est peut-être la première décision qu'elle prend, et peut-être que pour elle, vous l'avez toujours, comme vous dites, encouragée à faire des choses par elle-même. Et là, elle pose un acte, et quel acte ? Se séparer. Alors, vous dites oui, à 70 ans, bientôt 70 ans, mais peut-être que elle pose un acte, bon, et vous, vous êtes un peu dans l'incompréhension totale, parce que c'est le jeu relationnel s'en trouve complètement perturbé. Vous cherchez à comprendre et à reprendre, mais plus vous allez chercher à la rattraper, plus elle va vous fuir. Laissez-la. Ah non, la rattraper, non. Mais éventuellement, si vous voulez, si par exemple, quand elle m'a dit qu'elle voulait demander le divorce, si elle avait discuté, si elle avait accepté de parler, voire de m'expliquer, je pense que j'aurais à la fois compris, parce que, comme je vous disais, on est dans le milieu des arts. Donc, dans le milieu des arts, on n'est pas systématiquement, je dirais, attaché à des choses, des principes. On a une certaine liberté de vue des choses, on a une autre optique de la vie. On vit ensemble, mais on accepte la liberté des uns et des autres. Oui, mais il n'empêche que c'est quand même compliqué quand il s'agit de soi et de sa vie. Hein. On est tous un peu pareils. Mais je pense, par rapport à vos enfants, à partir du moment où ils sentiront moins d'attente de votre part, peut-être que, vous voyez, ils reviendront vers vous, parce qu'ils ne peuvent pas intervenir pour votre couple. D'accord. Hein. Vous êtes leurs parents. Ils ne peuvent pas prendre position. Et peut-être que justement, ce n'est pas contre vous, mais pour ne pas prendre position. D'accord comme ça. Voilà. Okay. Écoutez, je vous remercie parce que ça va étayer un peu plus mes réflexions. Et donc, je vais attendre patiemment. C'est vrai que le temps fait du bien aux choses. C'est ce qui va vous aider, hein. Oui, vous savez, je vous dis, je suis dans les arts. Donc, c'est ce qui m'a sauvé tout le temps. L'art vous aidera. La sculpture, oui. Mais même mon épouse, d'ailleurs, je sais qu'elle a des contacts avec une ou deux personnes et elle s'est remise à faire de l'aquarelle, de la peinture. Et donc, je me dis, ça, c'est bien pour elle. Ça lui permet de s'échapper à nouveau donc des problèmes. Et moi, c'est pareil. Et d'exister. Et moi, j'ai encore, à l'âge que j'ai, 71 ans, j'ai le bonheur, le plaisir d'avoir un atelier avec 30 élèves. Oui. Donc, vous voyez, j'ai un contact avec beaucoup de gens. Oui, ça va vous permettre de vous réaliser, d'exister. C'est important. Absolument, ça me permet d'exister et de me réaliser. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Bon, tant mieux pour vous. Merci beaucoup de votre appel. Au revoir, Claude. En tout cas, merci à vous, Caroline. Au revoir. Au revoir. Merci bien. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute.
vous si vous nous rejoignez sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de tous les sujets qui vous tiennent à cœur en appelant le 39 21. Et vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors Claude nous parlait de son divorce après 48 ans de mariage et de sa difficulté à accepter la décision de son épouse et du fait que ses 5 enfants avaient pris parti pour leur mère et donc il ne les voyait plus. Dulcinea dit Claude semble être très philosophe malgré sa difficile situation. Même si c'est compliqué, il devrait s'éloigner et attendre un signe des siens. Puis Cathy dit elle a peut-être pris son envol pour exister, elle aussi, en tant qu'artiste, puisque Claude nous disait qu'il évoluait dans le milieu des beaux-arts. Et là, nous sommes en compagnie d'Yves, qui nous parle cinéma. Alors, ça fait beaucoup réagir nos auditeurs, hein, Yves, qui vous connaissent. Daniel dit pourquoi ne pas embaucher la voix ensoleillée de Yves à Europe 1 ? Surtout que si ça ne dépendait que de moi, bien soleil, sûr. ça ne manque pas en ce moment. En ce moment, mais je crois que c'est général dans toute la France. Oui, c'est général, mais dans le sud-ouest, on a battu des records. Hein. Oui. À Pau, il a dû faire très chaud aujourd'hui. Mais avant-hier, j'étais à Saint-Jean-de-Luz. Vous étiez à Saint-Jean-de-Luz avant-hier ? C'est pas quelle loin de chez moi. Oh, j'adore Saint-Jean-de-Luz. Oui, c'est très joli. C'est très très joli, Saint-Jean-de-Luz. La baie de Saint-Jean-de-Luz. Elle est magnifique. Mon plaisir, c'est de la faire à pied, aller-retour à l'entier. Ça fait un bon morceau de marche. Ah oui, quand même, ouais. Oui, mais c'est très agréable. Ah oui, j'adore. Je suis pas sportive, mais j'adore la marche à pied. Oui, mais moi je suis un peu comme vous. Hein. Je suis pas du tout sportive, mais marcher j'aime bien. Et il paraît que c'est un très bon sport. Oui. De bien marcher pour peu qu'on marche d'un bon pas. Oui. C'est pas mal comme sport. Absolument. Moi je ne cours jamais, mais je marche beaucoup. Mais courir n'est pas très bon finalement, bon. ni pour le dos, ni pour les articulations. Donc on s'entend bien finalement. Oui. Non. Il y a Sergio qui dit il y a longtemps que j'attendais notre monsieur cinéma et j'étais sûr qu'il aimerait La guerre est déclarée. Yes, dit-il. Oui, il y a la fée dragée qui dit je l'ai vu, La guerre est déclarée, un hymne à la vie joué par des acteurs qui crèvent l'écran. Elle ajoute bonsoir Yves. Voilà. Et puis Sophie Dia, notre cinéphile préféré. Que pense-t-il de Mélancolia, Lars von Trier ? J'ai vu Mélancolia. Oui. Écoutez, je voulais le voir une deuxième fois parce qu'il m'avait très troublé ce film. Et j'ai pas eu le temps et il ne le joue plus. Mais j'aurais bien aimé le revoir. Parce que c'est quand même assez fouillé comme film. C'est Lars von Trier que je connais depuis longtemps. Et là, il a fait un film, c'est très troublant quand même. Il y a quand même du romantisme allemand là-dedans. Moi, je suis pas très très calé là-dessus. Mais non, il prend des risques, Lars von Trier. Il se démarque. C'est un gars c'est un cinéaste qui est plein de personnalité. Et moi, c'est ce que je recherche avant tout quand même. Oui. Mais Mélancolia, oui, c'est un film qui n'a pas beaucoup marché, qui a fait peur au public, mais je pense que on peut faire l'effort d'aller le voir, mais, quoi qu'on en pense par la suite, mais c'est quand même un morceau de cinéma, oui. Moi, j'ai bien aimé, j'aurais aimé le revoir, et à l'occasion, j'irai le revoir. Et j'ai adoré la petite Charlotte Gainsbourg, elle est de mieux en mieux. Ah oui, elle est magnifique, elle. Hein, ah oui, en grandissant, elle est... Oui, elle est grande maintenant, on la voit toujours petite, mais dites-moi, elle est grande, Charlotte. Hein. Vous m'aviez parlé il y a quelque temps que vous aimez beaucoup Sean Penn. Sean Penn, moi c'est Robert De Niro, hein. Mais j'aime bien Sean Penn, j'aime bien les acteurs comme ça, Sean Penn aussi, parce que Sean Penn aussi, j'adore, oui. Le film qui n'a pas fait l'unanimité que j'ai vu, l'histoire... Ah oui, oh là là, le film là où il joue l'ancien rockstar. Oui, il est particulier, hein. Maquillé façon gothique. Oui. Voilà. Alors, rien que pour lui, s'il peut se voir, l'histoire n'est pas terrible. Oui. Mais lui, dans ce genre de personnage, il est pas mal du tout. Oui. Ah oui, il est méconnaissable. Non, mais Sean Penn, oui, moi je... Et il y a un documentaire que j'ai adoré, qui est sorti au cinéma récemment. C'est le documentaire sur Michel Petrucciani, le pianiste de jazz. Ah, j'en avais pas entendu parler.
C'est sorti assez discrètement, il y a 3 semaines, un mois. Hein. Mais c'est très très bon. La vie de Michel Petrucciani, malade comme il était, il faisait même pas 1 mètre de haut, il est mort à 36 ans. Oui. Mais alors, au piano, quel artiste. Ah oui, merveilleux, oui. Ah là là, quel talent. Ah oui. Mais alors, vous avez un superbe cinéma à réessayer, parce que vous arrivez à tout voir, vous, hein? Oui. Ah oui, parce que franchement, moi je suis dans un coin là où il passe des trucs, et c'est toujours la planète des singes. Non, ça y est, ils l'ont supprimé. Alors moi j'ai la guerre des boutons, j'ai les deux. Hein. Non, mais voilà, j'arrive pas à voir les 3/4 de ce que je veux voir. Hein. Ça dépend vraiment des salles. Hein. Ah mais vous, à Paris, dans le quartier latin, vous avez ce qu'il faut quand même. Mais je suis pas dans le quartier latin, moi. Oui. Mais non. Non, mais c'est vrai qu'ici à Pau, on a le cinéma Le Méliès à RSC. Oui. Et d'ailleurs, il y a 20 ans, j'ai fait partie de l'association qui a créé ce cinéma. Oui. Tiens, à propos de la proposition de Daniel, il y a le subversif qui se met dans la peau de Vauquier qui dit: que dirait-on du plan d'entreprise d'Europe 1 qui propose par exemple de diviser le traitement de Julie et d'Assiba par 2 afin de permettre l'embauche d'Yves? Ben, mon pauvre Yves, ça serait vraiment votre passion qui vous permettrait. Maintenant, j'ai plus de temps, ça fait 3 mois que je suis à la retraite. Ah ben ça va. Alors, vous le feriez vraiment, ça serait juste par passion, voilà. Mais bon, il y a quelqu'un qui dit: allez, alors que le soleil est revenu, on se presse quand même pour se réchauffer à votre voix, Yves. Et puis il y a Angel qui dit: pourriez-vous me donner votre avis sur le film de Spielberg? Nous avons pensé que c'était une copie de E.T. Je sais même pas, c'est quoi le film de Spielberg? Non, c'est pas. Non, je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? Super 8. Ah. Super 8. Ah, mais c'est pas le genre de film que vous allez voir. Je ne l'ai pas vu, mais je crois que c'est une production de Spielberg. C'est pas lui qui l'a fait. Hein. D'accord. C'est J.J. Abrams qui a fait ça. Mais c'est vrai que ça fait penser un peu au premier film de Spielberg du temps de E.T., oui. Ah, ben bravo, Angel. Voilà. Une histoire de jeune, oui. Maintenant, je connais pas très très bien l'histoire de ce film. Mais voilà encore un film qui est passé très vite, quoi. C'était il y a des films, si on veut les voir, il faut se dépêcher. Moi, j'attends avec impatience, il n'est pas encore passé ici, c'est la Polonie de souvenirs de la Maison Close. L'histoire d'une Maison Close au 19e siècle. Il paraît que c'est très bien fait. Il paraît que c'est très bien fait, parce qu'on voit quand même, bon, alors il y a un côté très très esthétique, mais en même temps, il y a quand même du point de vue des femmes qui sont à l'intérieur de ces maisons closes. C'est-à-dire que bon, là où on voyait jusqu'à présent, c'était trop romancé, trop. Oui, il paraît qu'il est pas mal fait. Oui, moi aussi, j'aimerais beaucoup aller le voir. Bon, écoutez, Yves, c'est toujours un plaisir, mais c'est vrai que là, il y avait une bonne sortie. Je me suis dit, j'ai un retard, moi, considérable. Mais bon, il faut dire que malheureusement... Vous savez, un film, c'est un produit de consommation qu'il faut consommer très vite. Oui, il faut aller vite. Hein. Oui, il faut aller vite. C'est vrai, il y en a qui ne restent pas longtemps en salle, malheureusement. On en parle 2-3 jours avant sa sortie. On en parle beaucoup le jour de sa sortie, et 3 jours après, on n'en parle plus. Oui, c'est vrai. Et le mercredi d'après, c'est une nouvelle avalanche de films. Hein. C'est vrai, ça va très très vite. Hein. Oui. Et vous ne ratez jamais une sortie. Hein. Oui, ça m'arrive des fois, oui. Sauf pour aller vous promener dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Et vous avez bien raison. Bon, mais on arrive au mois d'octobre, là, il y a des bons films qui vont sortir. Il y en a toute l'année, finalement. Avec plaisir, Yves. Voilà. Je vous embrasse, à bientôt. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Allez, un peu de vent dans les oreilles, le vent de Pink Floyd, Wish You Were Here. Eh oui, j'y suis arrivée, Sergio qui me dit: oh là là. Les Pink Floyd, une des chansons que j'ai le plus écoutées étant jeune. Grand merci, Monsieur Bertrand Rutilly. Et puis le Suricate qui me dit merci pour ce super morceau de Pink Floyd que j'ai joué tant de fois. Sandrine qui me dit: qui fait le choix de la programmation musicale? Je l'embrasse. Pink Floyd, c'est intemporel et beau. Merci. Merci, c'est Bertrand Rutilly. Allez, on va accueillir
il y a Fred qui m'envoie un petit mail pour me dire vous entendre parler cinéma me rappelle mon dernier coup de cœur du moment et maintenant on va où ? J'avais des a priori mais c'est un excellent film et j'ai adoré également le film avec Sean Penn comme Yves nous dit Fred. Allez, on va accueillir Bernard. Bonsoir. C'est moi. Oui, je pense. Hein. Je pense bien. que c'est vous, Bernard. Oui, je suis vraiment étonné parce que ça fait quand même plusieurs fois que j'avais appelé, puis ça tombe ce soir, très bien. Vous voyez, c'est important de le dire parce que parfois, il faut un petit peu insister. Oui. En plus, après Pink Floyd, c'est vrai que ça pouvait pas mieux tomber. C'est un morceau aussi qui a Vous aimez ? Oui, beaucoup. C'est vraiment toute mon adolescence. Oui. Oui, j'intervenais a priori à propos de Claude. Je crois que c'est Claude. Non, je sais plus. Alors on a eu Claude à l'antenne, oui. Et donc, il parlait de séparation. J'ai pas le même âge, j'ai pas la même situation, mais c'est vrai que ça m'a quand même un peu parlé. Comme d'habitude, c'est vrai que la plupart des auditeurs, on trouve toujours des choses communes, quoi. Et là, sa séparation. De ne pas savoir pourquoi il a été quitté, c'est vrai que c'est vraiment pénible. J'ai l'impression que c'est assez banal, mais c'est quand même toujours bizarre. Je comprends pas souvent l'attitude des femmes en général à ce niveau-là. J'ai l'impression... de la vôtre en tout cas, on ne peut pas faire de généralité. Surtout pas moi, puisque en fait j'en ai quand même pas connu beaucoup, même pas du tout. Donc, il y a donc la mère de ma fille qui m'a planté là il y a 5 ans, mais je sais à peu près pourquoi, mais quand même. Ah, vous savez. Donc finalement, vous nous disiez non. Mais je veux dire, disons qu'en tout cas, c'est pas suffisant du tout, quoi. Puis vous estimez vous que ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, selon vous ? En gros, autant elle aime bien faire le vide, débarrasser, autant moi j'accumule des choses et donc voilà. Donc c'est quand même c'est plutôt une question de cohabitation, quoi, si vous voulez. Et après tout, peut-être que ça aurait pu être une solution justement de ne plus cohabiter, mais on aurait dans ce cas-là pu s'entendre mieux. Mais là, c'est vrai que je souffre assez de son attitude et du fait de ne pas pouvoir participer à l'éducation de ma fille. Pourquoi vous ne participez pas à l'éducation de votre fille ? Un peu quand même, mais 11 ans, disons que voilà, elle est restée avec sa mère. On est à 10 kilomètres, c'est pas... Oui, donc vous êtes proche en plus géographiquement. Oui, c'est ça, mais pratiquement, ça veut dire le mercredi et un peu le dimanche, quoi. C'est important quand même, vous la voyez déjà 2 fois par semaine. Oui, mais je constate quand même plutôt l'éloignement qu'autre chose, que je la vois ressembler, prendre les habitudes de sa mère. C'est-à-dire, à quel niveau ? Justement, de soigner les apparences, la décoration, la consommation, dans un certain sens. Il y a pire, mais quand même, Que voulez-vous dire, soigner les apparences ? S'intéresser beaucoup aux vêtements, vous me direz évidemment, c'est des filles, mais quand même... je sais pas, moi j'avais quand même d'autres choses à proposer, puis ça ne sera pas possible, quoi. Si ? Pourquoi baissez-vous les bras ? Alors d'abord, il y a l'âge, peut-être. C'est un petit peu, elle a 11 ans, c'est un peu la préadolescence, elle peut être un peu intéressée par ça. Mais vous voulez dire que votre ex-femme privilégie beaucoup l'apparence ? Oui, quand même, mais bon... Oui, mais est-ce que... c'est vrai que au fond, Bernard, elle est dans la norme, et moi je le suis pas, c'est vrai. Que voulez-vous dire par la norme ? Que justement, je vois bien, au collège, là où elle vient de rentrer au collège, et il y a déjà des problèmes de costume, d'habillement, tout ça. Ça a l'air important, même pour la principale qui d'ailleurs a pris les gens un peu à rebrousse-poil d'emblée, avec une tenue correcte, elle ne veut pas de survêtements, etc. Oui, Et évidemment que moi ça m'embête, je pensais pas... Pourquoi ? Parce que vous êtes en survêtement ? Non. Oui. M'embête qu'on pose des problèmes à ce niveau-là, alors qu'il y a quand même bien d'autres questions plus sérieuses, mais donc... Oui, mais alors, attendez, il y a un côté... peut-être que, il y a un peu une confusion...
et que vous faites quelque chose d'un peu réactionnel par rapport à la mère, parce qu'il y a deux plans. Moi, ce que j'entends, parce qu'il y a plein de niveaux, hein, donc c'est difficile, pardonnez-moi de vous interrompre, mais il faut un peu que je débroussaille là. Oui. Voilà, il y a plein de choses là que vous me livrez en peu de temps. D'abord, attention à ne pas faire un parallèle trop vite entre votre fille et sa mère. Parce qu'on vous sent très blessé, très meurtri par cette séparation. Et vous souffrez encore du fait que votre femme ait mis un terme à la séparation pour des raisons, dites-vous, que vous trouvez assez futiles, somme toute. Et votre fille, vous souffrez de ne pas la voir assez souvent et que ça soit votre ex-femme qui l'éduque. Et vous trouvez que finalement, elle prend les manières de sa mère, vous m'avez dit, et qu'elle lui ressemble de plus en plus. Donc, attention de ne pas l'assimiler trop à sa mère. Et au fond, les rancœurs, les ressentiments que vous avez vis-à-vis de sa mère, de ne pas le faire porter à votre fille. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Par rapport à l'apparence... Bon, il y a deux choses, c'est-à-dire que le procureur, c'était bon lapsus, le proviseur que vous trouvez d'ailleurs, vous voyez, je m'assimile un peu à vous, que vous trouvez finalement qui a une fonction de procureur en l'occurrence là, qui interdit, voilà, il faut que règne l'ordre et l'autorité dans son établissement, les survêtements, les joggings sont interdits. Bon, alors on sait que parfois il y a ça va un peu loin, le côté négligé, voilà. Bon, cela dit, entre nous soit dit, Bernard, le survêt, c'est pas terrible. Je sais bien que c'est la tenue des jeunes, mais passé un certain âge, le survêt, c'est pas top. Oui. Encore une fois, c'est pas pour moi, c'était juste un peu comique quand elle a énoncé ça à la réunion, alors qu'il y avait justement des parents qui étaient en survêt dans la salle, donc je sais pas comment ils se sont sentis, mais enfin... Oui, ils devaient pas être très à l'aise, ça c'est sûr. Mais bon, enfin globalement, puis d'ailleurs, je viens d'entendre, c'était... amusant, juste après, là, il y a cette semaine, on parlait de la charte de la charte vestimentaire FR3. Oh oui, c'était pas mal, je suis d'accord avec vous. Oui. Temps, je ne sais pas, oui, je suis d'accord avec vous. Oui, il faut qu'FR3 aussi, il y ait les manches qui dépassent sous les costumes, que l'ivoire, le blanc crème aussi, c'est l'élégance. On pourrait même assez vite. Il n'y a pas qu'à FR3 à mon avis. Extrapoler à la politique où finalement. Le look. Bon, bref. Ouais. Bon, enfin, ça, c'est un sujet un peu annexe, mais enfin, et la mallette a sorti actuellement, hein, elle est de rigueur aussi. Mais enfin, cela dit, écoutez, bon, au-delà de ça, c'est vrai qu'il faut pas tomber dans l'extrême. Il faut pas tomber dans être trop, n'avoir en tête que son apparence, mais c'est vrai que ça peut être dans certains cas, après tout, on sait que ça peut jouer quand on cherche du travail et autres. Maintenant, par rapport à ce que vous disiez de votre fille, vous pouvez veiller à ce qu'il y ait aussi d'autres valeurs, par exemple, et notamment par rapport à une fille. Ça peut être important, et quand on a, je pense à des filles à des jeunes filles comme ça, qui surinvestissent beaucoup leur apparence, hein, leur image, leur dire que ce qui est important, c'est aussi l'apparence, ça compte certes, mais il y a aussi plein d'autres qualités à développer, l'intelligence, la sensibilité. Mais n'en parlez pas au passé. Ah ben oui, mais bon. Non. Bon, puis honnêtement, c'est vrai que d'ailleurs, par rapport à ses copines, elle est presque obligée. Je vois bien qu'il y a un enjeu à ce niveau-là. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Je suis bien obligé de l'admettre aussi. Mais enfin, par exemple aussi, j'ai cette année beaucoup souffert. Enfin, j'ai très mal vécu le fait qu'elle abandonne la guitare. Bon, parce que j'avais réussi quand même à l'introduire là-dedans, un peu à la musique, de ce que j'en fais. Bon.
Et elle a fini par abandonner parce que ça sert à rien, voilà quoi. Et puis enfin c'est un effort qui lui paraissait pour le coup superflu, et donc ce qui compte c'est l'habillement, mais pas seulement, c'est la décoration de la maison. Elle regarde la plupart des émissions de déco qui sont très tendance aussi, manifestement. Et donc ça veut dire qu'elle fout en l'air aussi régulièrement ce qu'elle a dans sa chambre, qu'elle vend un tas de trucs à la braderie parce qu'elle se débarrasse, et moi ça me chagrine, je veux dire. Parce que vous gardez. Oui. Vous avez du mal à jeter. Oui, et puis cette obsolescence là, des trucs qui passent aussi vite qu'on les a vus, qu'on les a achetés, non, franchement, je oui, mais Bernard, vous avez été jeune. Vous vous en souvenez? Je suis obligé de me le demander. Non, c'est vrai. Non, mais je vous pose la question parce qu'il y en a qui l'ont jamais été. Oui, oui, je me le pose. Alors? À cause de ça, je me pose la question. Enfin bon, évidemment. Oui, vous jouez de la guitare, donc vous l'êtes resté un peu. Oui, par certains côtés. Bon, oui. alors, souvenez-vous, je sais que là, actuellement, vous êtes triste, un peu déprimé, semble-t-il. Oui, mais en fait, je le suis depuis longtemps. Mais ça s'entend. Mais justement, attention de ne pas faire porter tout le poids de votre tristesse à votre jeune fille, là. Oui, bien sûr, on peut dire il faudrait être léger. Non, je suis pas en train de vous dire ça. Vous avez le droit d'être... Mais Bernard, est-ce que je vous dis ça? Est-ce que je vous dis rien n'est grave et tout? Mais je ne vous... parce que c'est la vie de la plupart des... Mais vous n'écoutez pas. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis simplement que vous me parlez de votre fille actuellement. Et vous êtes en train de dire oui, elle jette ses affaires, elle regarde les émissions de télé-réalité. Et là, moi, je vous reprends et je me sens obligée de vous reprendre. Parce que vous me parleriez de vous et de votre tristesse. Oui, je vous écouterai bien volontiers. Mais attention à ne pas projeter votre mal-être à vous sur votre jeune fille qui, elle a le droit de vivre aussi sa vie de jeune fille. Vous êtes malheureux, il faut prendre en considération votre tristesse, votre chagrin, le fait que vous êtes peut-être effectivement déprimé et vous faire aider. Mais vous pouvez pas le faire porter à votre fille. Oui, non, mais là, justement, je ne comprends pas très bien finalement le rapport que vous faites entre être déprimé et puis le fait de garder des choses, c'est pas. Je pense qu'il y en a. Oui, c'est vrai que je suis obligé de me poser la question, mais n'empêche que alors disons quand même d'emblée aussi que je suis très rationnel, scientifique de formation, etc. Et donc pour moi c'est pas raisonnable de gaspiller. Non, mais attendez, Bernard, je suis pas en train de dire de gaspiller. Je pense qu'au-delà de ça. Il y a dans votre façon un peu de présenter les choses, le tableau, la séparation, ce que vous vivez depuis. Il y a quelque chose un peu qui vous écrase. Je parle pas après, il y a des gens qui effectivement ont plus de mal à jeter, sont plus économes que d'autres. Il y a des cigales et des fourmis, ça a toujours existé. Je ne fais pas le lien que par rapport au fait que vous ayez un peu de mal à jeter. C'est pas que ça qui me fait dire que y a quelque chose de triste en vous. C'est un ensemble de choses. Et je pense que par rapport à votre fille et le fait que vous avez si vous voulez, vous inquiétez un peu et vous trouvez d'une certaine façon, ça vous déprime aussi. C'est ce que vous avez dit aussi au standard, de façon un peu plus claire que dans la mesure où c'est votre ex-femme qui l'élève le plus clair de son temps, même si vous êtes quand même présent le mercredi, le week-end, vous avez peur qu'elle ressemble de plus en plus à votre ex-femme. Donc attention à ne pas l'assimiler à elle et que ça ne crée pas une distance et à ne pas, voyez, presque la rejeter parce que vous n'avez pas réglé ce problème de rancœur, de ressentiment. Et ça, il faudrait pouvoir en parler. Pour laisser de la place, votre fille n'est pas votre ex-femme. Elle a une personnalité différente. J'essaie de me rendre compte à chaque fois que je la vois de l'attachement qu'elle peut encore avoir avec moi. Bien sûr, et elle a besoin de vous. Oui, évidemment que l'âge, avec l'âge, elle prend de plus en plus de distance. Maintenant, d'ailleurs, à vrai dire, sa mère la voit moins aussi. Elle part souvent promener avec ses copines.
Ouais, bien sûr, ça, vous savez que c'est un petit peu, oui, c'est l'âge où en même temps les pères, les jeunes ont besoin d'être avec des jeunes de leur âge. Pour autant, ils ont énormément besoin de leurs parents à cet âge-là. Elle n'a que 11 ans et ils ont besoin. Ça devient ténu que oui, mais ils ont besoin d'être là, que les parents tiennent bon, les entourent et les protègent. Elle n'a que 11 ans, votre fille, vous vous rendez compte? Elle peut pas être lâchée comme ça. Au contraire, elle a besoin de vous. Plus vite que je ne pensais. Je pense que ça va quand même plus vite que notre génération. Bon. Oui, mais Bernard, les choses évoluent aussi. Oui. Faut vous adapter. C'est vrai quand même que la vraie question que je me pose, c'est est-ce que je ne ferais pas mieux de vraiment tout laisser tomber, de m'en aller, enfin bon, Oui, y compris votre fille, quoi. Oui. Oui, c'est ce qu'on entend depuis le début. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que je vais vous répondre oui? Je ne sais pas. Bah non, écoutez... c'est-à-dire quand je veux dire... Moi je pense que vous ferez bien, écoutez Bernard, vous feriez bien de vous occuper un peu de vous et de votre mal-être. Oui, mais ça... oui, mais écoutez, je vous le dis depuis le début, et vous ne voulez pas l'entendre. Mais depuis le temps, je considère que c'est aussi... Non, mais soit vous baissez les bras, soit vous êtes dans votre résignation, comme ça, soit à un moment... vous dites, voilà, je laisse comme aussi, ça, aller à volo et je ne fais plus rien. Ouais, là aussi, je me dis que je suis un peu victime de l'air du temps. Victime de tout. Estimez-vous victime de tout, Bernard. Victime du système, victime du consumérisme et victime de tout. Mais finalement, vous êtes quand même un père et votre fille, elle a besoin de vous, hein. Parce que je lisais par exemple cet été Houellebecq là, enfin. Oui, c'est remarqué pour vous remonter le moral, c'est pas mal. Oui, non, mais en même temps, ça me remonte pas. J'ai l'impression là de voir quelqu'un qui pense à peu près comme moi. Quoi, donc, oui. dans un certain sens, c'est quand même un peu rassurant, quoi. Mais bon, c'est vrai, on a quand même. Moi et lui, on a quand même l'impression de vivre une fin de civilisation. Oui. Et notamment, d'ailleurs, c'était extension du domaine de la lutte, donc qui décrit un peu le libéralisme sexuel, etc. Bon, c'est vrai que je l'ai vécu en plein, sans doute c'est une question de comment j'ai le même âge que lui, quoi. Donc on a vécu toute cette époque plus ou moins bien, et donc les gens, comment dirais-je, rapidement, enfin disons que le libéralisme, ça veut dire dans le domaine de la sexualité, ça veut dire qu'on prête corrige, quoi. Donc voilà ce que ça veut dire. Donc oui, mais là on s'éloigne du sujet. On s'éloigne du sujet parce que vous voulez parler. Vous voulez parler. Vous voulez parler de la société de façon générale pour ce qui est une façon de botter en touche par rapport à vous et par rapport à vos difficultés personnelles. Mais oui. Mais c'est ça justement. Oui, bien sûr, mais bon. Je n'ai pas à en faire souffrir ma fille, ça, je vous l'accorde, mais enfin. Non. Et pour le moment, vous reportez cela sur votre fille. Peut-être. Oui. Mais bon, moyennant quoi, pratiquement, je suis dans une situation mais j'entends, mais qui fait que je ne la vois pas beaucoup. Mais c'était au départ le motif de votre appel. Hein. Je vous le rappelle quand même. Oui, bien sûr. Je vous le rappelle. Donc maintenant, on peut parler de l'extension du domaine de la lutte, mais j'ai pas envie de rentrer dans ces considérations parce que ça nous éloigne considérablement du problème, du postulat qui était le vôtre au départ. Donc moi, je m'en tiens à cela, Bernard. Donc après, on peut disserter pendant des heures. C'est pas le sujet, c'est pas le but de cette émission. Non, mais juste vous me renvoyez à mes propres difficultés. Mais puis en plus, c'est vrai que concrètement, je peux pas la recevoir chez moi. Ça, c'est une gêne aussi parce que c'est tellement plein ici que... Oui, mais parce que justement, ça traduit, il y a un trop-plein de mal-être chez vous. Et je pense qu'à un moment, tant que vous ne voudrez pas le prendre en considération, ça pourra pas s'arranger. Mais vous savez, j'ai quand même déjà consulté des gens dont j'essaie de voir un peu ce qu'on peut en penser, mais non, il faut reprendre. Pas de solution. Hein.
Il faut que vous le vouliez aussi. Hein. Il ne s'agit pas parfois de faire une démarche, il faut vraiment le désirer, vouloir s'en sortir. C'est-à-dire que la solution, quand vous dites on ne trouvera pas de solution, c'est vrai que c'est vous qui êtes aussi l'artisan du dispositif. Mais par rapport à votre fille, en tout cas, j'ai abordé les points qui me paraissaient essentiels par rapport aux questions que vous souleviez. Bon courage à vous, Bernard. Bon, merci, oui. Au revoir. Au revoir, merci. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Sylvie Vartan, la prisonnière, un petit message du subversif suite au témoignage de Bernard qui dit: votre angoisse s'est fixée sur la minutie, vous privant d'une vue d'ensemble et donc de l'accès à la différence. Travaillez-la, cette angoisse, elle est accessible et vous aussi. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, voilà, je suis un peu émue, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Voilà, je vous appelle parce que j'ai une grosse peine de cœur qui me pèse actuellement. Et depuis à peu près 2 ans, j'ai rencontré un homme qui est très gentil, qui a eu un lourd passé avec son divorce et qui a la responsabilité de son enfant, qui est âgé de 16 ans. Et donc, tout était bien, parfait, une belle rencontre, une belle histoire. Et ça a été un petit peu, on va dire, gâché par, comment expliquer, un milieu familial, surtout de son côté, parce que moi, ma famille habite très loin de ma région. Et donc lui, par contre, il est dans un milieu familial très fermé, on va dire, avec une maman très envahissante, ainsi que d'autres proches de sa famille qui sont très très envahissants. Et c'est assez, comment dirais-je... Des femmes également ? Femme, oui, son ex-femme, oui. Qui, ça fait lui, à peu près 9 ans qu'ils sont en procédure et qui se disputent beaucoup la garde de l'enfant. Donc c'est vrai que à subir c'était pas évident parce que cet enfant-là, il se révolte, il comprend pas, il veut surtout qu'on s'occupe de lui et pas d'être au milieu et faire le tampon entre son père et sa mère. Donc moi je me suis retrouvée au milieu également aussi avec mes 2 enfants. Oui. Et donc c'était pas facile à gérer. Et si vous voulez, c'est le papa, il culpabilise beaucoup par rapport à son fils. Comment dirais-je, il était très laxiste. Surtout, c'était sa culpabilité parce que voilà, il divorçait, c'est un enfant de divorcé, donc on pallie, tu fais tout ce que tu veux, voilà, pas de cadre de vie, c'est tu fais, tu choisis, tu mènes notre vie, quoi, en fait. Et moi, je me suis un petit peu révoltée. Lui-même est enfant de divorcé, votre compagnon ? Pas du tout. Pas du tout, non. Non, pas du tout. Par contre, ses parents, oui, il a des parents très conflictuels, on va dire. D'accord. C'est une maman qui impose beaucoup de choses, qui je pense, qui a beaucoup souffert. C'est une femme qui a énormément souffert par le passé. Dans son couple, je connais pas tous les détails, mais voilà, si vous voulez, dans son couple, c'est un peu je t'aime moi non plus, quoi. C'est je m'en fiche, j'écoute pas mon époux, je m'ennuie avec lui, donc je prends mes enfants, comment dirais-je, comme copains, on va dire. Donc moi, je me suis retrouvée, inviter des amis, il fallait toujours avoir les parents, toujours, et je me suis sentie... Ah bon ? Ah oui, quand vous invitez des amis, il faut également, ça. Oui, d'accord, que les parents soient présents. Oui, toujours, parce que c'était, quand j'invite des amis à la maison ou quand je fais ma vie sociale, il n'y a pas forcément nos parents ou bien sûr. Des choses comme ça, quoi. Pour moi, c'est 2 choses distinctes, différentes, on va dire. Et je me suis sentie étouffée par rapport à ça et mon compagnon ne comprend pas. Donc plusieurs fois, on a essayé d'habiter ensemble. Et
2 fois ça a clashé, quoi. 2 fois il est reparti parce qu'il a pris soit la défense de son fils, parce que je trouvais ça quasiment un peu normal, parce que son fils se rebellait beaucoup par rapport à moi, parce que voilà, moi à la maison il y avait des règles, on discute quand il y a un problème, c'est pas je fais ce que je veux, je te dis pas bonjour ou je te respecte pas. Et donc la première fois ça s'est fait aux alentours des fêtes de Noël l'année dernière, donc il est reparti vivre avec, et puis mais il me dit t'inquiète pas, je ne te quitte pas. Vivre avec qui? C'est comme ça, c'est lui ma priorité, je ne te quitte pas. Il est reparti vivre avec qui? Pardon, j'ai pas compris. Alors, il avait une maison qui est juste à côté de chez ses parents. Oui. Donc, il est reparti vivre tout seul avec son fils, qui se trouve géographiquement, on est à 3 kilomètres, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Avec lui. Et puis, au fil des mois, il le supportait très mal. Donc, il a décidé de revenir habiter chez moi. Donc, au départ, j'étais là, t'es sûre? Vraiment, j'ai essayé de discuter, mais c'est pas un homme qui discute. Et puis, donc, il est revenu. Et moi, par-delà, bien sûr, la famille est revenue avec. Et je me suis ressentie étouffée. Et même de plus en plus, c'était vraiment... et puis j'ai essayé d'en discuter plusieurs fois avec sa maman, même si je trouvais que c'était pas mon rôle à le faire, mais je le voyais qu'il bougeait pas. Et alors là, ça a été... j'ai eu les foudres, en fait. Et du coup... de la mère? De la maman. Oui, tu n'as pas eu de soutien, oui. Voilà. Et de la mère et de... Et de son fils, donc de mon compagnon. Ah oui, mais il est encore un fils vis-à-vis de sa mère. Alors, c'est normal, un fils, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à prendre de l'autonomie vis-à-vis de sa mère, parce que vous me dites que la mère est très envahissante. Oui. Une famille très envahissante. Donc, c'est compliqué en tant que père de s'affirmer, d'avoir une autorité. D'autant plus, me dites-vous, ce qui est assez fréquent dans une situation de divorce où... quand le parent qui n'en a pas la garde, souvent après est dans une position beaucoup plus permissive, parce qu'il se dit déjà j'ai mon enfant peu, alors si quand je l'ai, je dois être dans la contrainte, à fixer des limites, à faire preuve d'autorité. Donc souvent. Non, c'est lui qui en a la responsabilité, c'est lui qui en a la garde. D'accord. C'est pas la maman, c'est lui. C'est lui qui en a la responsabilité. Oui. Pour autant, il a du mal à lui fixer des limites. Oui. Il en a il s'en veut, il en a peur. Voilà, il s'en veut et il ne sait pas faire. Et il me dit, je ne sais pas faire, il est complètement désarmé. Oui, mais qui fixait les limites chez lui? Sa mère? Est-ce qu'elle en fixait d'ailleurs? Non. Oui. Et le père, comment est-il dans cette famille? Les responsabilités que lui devait porter, c'est elle qui les faisait à sa place. Parce que c'est un homme, si vous voulez, il met... autant je suis une personne qui prend vite des décisions, on va dire, très rapidement, autant lui, il lui faut beaucoup plus de temps, ce que je respectais dans ces cas-là. Je suivais son rythme, il n'y avait pas de problème. Elle, par contre, elle est pareil que moi, c'est-à-dire qu'elle voit tout de suite les choses, et donc elle agissait avant lui. Oui, mais ça c'est problématique. Elle agissait avant lui, elle agissait pour lui. Oui. Genre, tu es mon fils, je sais ce qui est... tu es mon fils, je sais ce qui est bon pour toi. Voilà. Ça aide pas à avoir confiance en soi, ça. Ah non, pas du tout. Non. Pas du tout. Et le problème, c'est pas étonnant qu'il doute, lui, qu'il mette du temps à prendre une décision, qu'il réfléchisse. Donc vous pouvez l'aider à un petit peu, peut-être, s'émanciper, à dire que... puisqu'il tient à vous. Alors c'est là où je comprenais pas, parce que justement il repartait à chaque fois, mais en même temps il revenait me voir, il me dit tu me quittes ou pas? Alors moi je le regardais, je dis mais attends, c'est toi qui t'en vas, parce que tu me reproches tout ça, même ce que ta maman fait. Non, puis que c'est pas vous n'avez pas le désir de le quitter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non. Donc il faut qu'il assume lui ses désirs, c'est-à-dire mais il faut que les choses, il a tellement l'habitude qu'on parle pour lui ou quoi. Vous, c'est pas votre intention de le quitter.
Non, pas Donc du là, tout. vous devez lui dire que vous n'avez pas l'intention de le quitter. Après, Non, lui, à lui de se positionner. Et dire qu'en Voilà. revanche, ce que vous percevez, c'est que semble-t-il, sa mère a beaucoup de mal à accepter qu'il y ait une autre femme qu'elle dans sa vie. Et ce, Oui. quelle que soit la femme. Et que ça doit poser beaucoup de problèmes dans ses relations de couple. D'accord. Parce que là... Et qu'il serait important qu'il réfléchisse un peu là-dessus. Et qu'il s'autorise peut-être à prendre un peu d'autonomie il le et voit à pas. se comporter. Oui, mais qu'il réfléchisse à cela. À prendre un peu d'autonomie et à pas se comporter éternellement comme un enfant, mais un peu plus comme un adulte. Alors dit comme ça peut être un peu humiliant, hein. Mais parce que si vous lui dites ça peut être perçu, bon, tu agis comme un gamin et t'es pas adulte. Mais lui dire que sa mère, il ne s'agit pas de la dénigrer, hein. Et gardez-vous de prononcer des paroles humiliantes, blessantes vis-à-vis de sa mère, ce qu'elle pourrait faire, ce qu'elle doit faire. Mais c'est que sa mère a du mal à le lâcher, c'est-à-dire à voir qu'il a grandi. À ce moment-là, si vous pouvez le dire comme ça. Ta mère a du mal à voir que tu as grandi. Elle te considère toujours comme son petit garçon. À voir que tu es adulte. Et il serait temps que tu t'autorises à vivre une vie d'adulte. C'est peut-être pas la même chose. Vous voyez, formulé de cette façon-là. D'accord. Et là, vous pouvez donner l'exemple de dire, en l'occurrence, c'est-à-dire quand vous avez des soirées avec vos amis, des sorties avec vos amis, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez tout à fait les dissocier de réunions familiales. Ce qui ne veut pas dire que vous pouvez pas parfois réunir les deux. Hein. Parfois, ça peut se faire aussi. Mais là, tout est mêlé. C'est-à-dire que il n'y a pas de vie possible dans cette famille, en dehors de la famille. Il n'y a pas d'existence. On n'a pas le droit, on ne peut pas s'autonomiser. Comme si on était un enfant. Quand on est enfant, tout est mêlé. Bien sûr. Les amis, quand on est tout petit, ses amis, on les amène, les parents les connaissent. Mais quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas quel âge a votre ami, quel âge il a ? 40 ans, oui, à 40 ans, on peut avoir des amis que nos parents ne connaissent pas. Oui, bien On peut sûr. sortir avec des amis sans les présenter à ses parents, non ? Ça, c'est... Oui, pour lui, il a du mal à le comprendre, vous voyez. Il fonctionne encore comme quand il était petit. D'accord. Et donc voilà, quoi. Et c'est vrai que c'est une situation qui me pèse beaucoup, en fait. Parce que on arrive... Si vous voulez, on se voit toujours 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, en cachette. Mais... En cachette de qui ? De sa mère ? Oui. Oui, ça va pas. Hein. Ça, il faut vraiment que vous puissiez lui dire que vous, à votre âge, c'est fini les relations en cachette. Surtout avec un homme qui est libre. Ou qui est libre, c'est-à-dire il n'est pas marié. Il n'est pas marié à sa mère. Non, mais la dernière discussion que j'ai eue par rapport à ça avec lui, il m'a dit c'est comme ça, tu acceptes ou alors tu n'acceptes pas. Il me dit on ne changera pas. Alors, vous pouvez quand même tenter le tout pour le tout. Et je vous dis sans être agressive. Bien sûr. Parce que vous voyez, dans ce on, il y a l'indistinction. C'est-à-dire le on, c'est tout le groupe familial. Il n'arrive pas à se différencier. Il est dans ce magma, lui, depuis tout petit. Il est là. Donc c'est très culpabilisant. Sa mère le maintient dans cette emprise. Il est bon. Ouais. Donc il y a quelque chose. Vous pouvez quand même lui dire qu'il puisse réfléchir et qu'il le dit de façon bienveillante et aimante. Donc dire que oui, une relation telle qu'elle est. Cacher des moments comme ça, cacher 10 minutes où vous cachez de quoi ? De sa mère ? Ça n'a pas de sens. Non, c'est ce que je... Ça n'a pas de sens. Je ne comprenais pas, mais comme c'est plus fort qu'elle, de toute façon, c'est... Oui, je suis d'accord. C'est plus fort qu'elle. Ouais. C'est-à-dire que ce serait à lui
de dire à un moment de s'autonomiser, de s'émanciper. Et à un moment, sa mère n'aurait plus le choix. Elle va lui faire du chantage, mais de ne pas céder à ce chantage. Sa mère ne lui enlèvera pas son amour. Il ne faut pas qu'il en doute de ça. Il a 40 ans, c'est plus un petit garçon. Oui, bien sûr. Hein? De quoi a-t-il peur? De perdre l'amour de sa mère? C'est quand même terrible de devoir choisir entre votre amour, l'amour de la femme qu'il aime, et l'amour de sa mère. Il ne s'agit pas du même amour. Vous voyez comme il est malheureux. Ça le rend. Il faut peut-être lui dire ça. Lui dire qu'il est amené à faire un choix impossible. Il ne devrait pas avoir à choisir. Il a sa mère qu'il aime et il a vous. Et il ne devrait pas avoir à choisir. C'est tout simplement cela qu'il faut lui dire. Vous voyez, sans pas tomber dans un petit peu le chantage que lui fait sa mère. C'est-à-dire, c'est pas cette femme ou moi. Et là, ne lui dites pas c'est ta mère ou moi. Ne rentrez pas dans cette dialectique-là. Que lui aussi réfléchisse autrement. Bon courage, hein. Merci. Catherine, bonne chance. Au revoir. Merci, au revoir. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h. Vous écoutez Europe 1. C'est l'heure des infos présentée par Émilie Bonneau.